Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre première édition de la semaine. Voici les titres de ce lundi 16 septembre. Nous irons en Italie pour débuter ce journal. Le prince Albert II était en déplacement en Toscane ce week-end dans une province où s'était rendue par le passé sa mère, la princesse Grace. Ce soir, coup de projecteur sur l'association Rondine qui soutient des jeunes issus de pays en conflit. Une relève de la garde particulière ce midi sur le Rocher avec la compagnie des Carabiniers du Prince qui a reçu l'ensemble musical de la 6e flotte américaine. Il s'était peu exprimé depuis la reprise de ses fonctions en avril dernier. Le maire de Monaco, Georges Marsan, sera notre invité ce soir. Nous recevrons également Maurice Cohen, le fondateur du salon Monaco Business, rendez-vous de référence qui aura lieu ce jeudi en Principauté. Et parmi les autres titres développés ce soir, Lucas et Arthur Yussen envoûtent la salle Garnier. Les artistes en résidence avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont donné leur premier récital. Nous y reviendrons à la fin de cette édition. Je vous le disais en titre, direction la Toscane pour débuter ce journal. Après avoir visité le sanctuaire de la Verna dans la province d'Arezzo, le prince Albert II a poursuivi son déplacement à quelques kilomètres de là dans un village médiéval devenu le village de la paix car c'est ici qu'œuvre l'association Rondine. Elle aide les jeunes issus de pays en conflit et bénéficie d'ailleurs du soutien du gouvernement princier depuis 2015. Rejoignons sur place nos envoyés spéciaux, Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. Symbole de réconciliation, l'association italienne Rondine accueille des jeunes du monde entier, en particulier des régions en conflit, pour vivre ensemble et apprendre à dialoguer. Fondé sur les ruines d'un ancien village, cet espace est devenu une mosaïque de cultures où jeunes et moins jeunes de toute origine se rassemblent pour construire un avenir de paix. L'association Rondine offre des programmes de formation qui enseignent des méthodes de résolution des conflits par le dialogue, la médiation et la coopération. Elle vise à briser les préjugés et à construire des ponts entre des groupes traditionnellement opposés. Ma noi siamo molto impegnati sui due teatri di guerra in questo momento, quindi Ucraina e Russia e nello stesso tempo il Medio Oriente. Noi da 25 anni collaboriamo con questi territori e abbiamo formato giovani che ora sono leader lì in quei territori e che sono tutti in crisi per cercare di capire cosa è possibile fare per fermare questa terribile situazione. E poi siamo impegnati nelle scuole in Italia e anche fuori d'Italia col metodo Rondine perché tutti noi abbiamo bisogno di imparare a diventare uomini e donne di pace. Marqué par un passé difficile dans un pays en proie au conflit, Georges a choisi de transformer sa douleur en force. À Rondine, il a trouvé l'espace et les outils afin de façonner un meilleur avenir. Je suis malien, du pays d'Ogon précisément, et mon histoire est très simple. Je suis un rêveur et mon rêve m'a amené dans un lieu où un rêveur quand même a mis en place un programme qui ramène les gens qui viennent des pays en conflit, en post-conflit. J'ai fait 2 ans ici. Ensuite, je suis reparti au Mali pour mettre en place un projet social qu'on appelle Educ for Peace, qui vise à aider c'est-à-dire les enfants déplacés à repartir à l'école. De Rondine, j'ai fait un stage à Martin Luther King Center. Et de Rondine, je suis devenu ce qu'on appelle un jeune engagé pour le plaidoyer, surtout pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité. L'association est donc une invitation à repenser le monde, à croire que la paix est possible et à œuvrer ensemble pour qu'elle devienne une réalité. Et à l'issue de ce déplacement, le prince Albert II s'est confié au micro de Vanessa Dessy. Le souverain revient sur cette visite qui a revêtu une dimension plus personnelle, car en 1968, sa mère, la princesse Grace, et sa sœur, la princesse Caroline, s'étaient rendues dans cette province d'Italie. C'est vrai qu'elle nous avait parlé à l'époque de sa visite à la Verna. Et c'est un lieu absolument tout à fait extraordinaire. Et on comprend mieux les paroles de Saint François d'Assise quand on visite ce lieu et de voir quelle impression ça a pu lui faire. Et même si les monuments ont changé, mais la nature a peu changé. Et de pouvoir voir aussi les images de la visite de ma mère et de ma sœur, la princesse Caroline, qui était guide à l'époque, puisque c'était un camp de guides qui était
là au pied du banc du monastère. Et donc voilà, c'était un très 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 émouvant pèlerinage en quelque sorte, mais un très beau moment. Et de retour en principauté, le prince Albert II a reçu aujourd'hui au palais princier Manuela Ruossi. L'ambassadeur d'Italie à Monaco a remis ses lettres de créance au prince souverain. Dans sa carrière, Manuela Ruossi a notamment été affectée à l'ambassade d'Italie près le Saint-Siège en tant que première secrétaire. Son parcours l'a également amené à évoluer au sein de l'ambassade d'Italie à Tunis. Un nouveau défi s'offre donc à elle en devenant la représentante diplomatique de son pays en principauté. Restons sur le rocher avec un cérémonial qui fascine et qui attire de nombreux curieux quotidiennement aux alentours de midi. La relève de la garde était un peu particulière ce lundi car elle a accueilli l'ensemble musical de la 6e flotte américaine. Plus de détails dans ce reportage de Frédéric Hélion et Camille Caloni. La relève de la garde rassemble chaque jour des centaines de curieux, place du Palais. Ce lundi, le cérémonial était encore un peu plus spécial puisqu'à l'issue de la relève, l'orchestre de la 6e flotte des États-Unis a interprété une aubade, 4 morceaux devant le Palais princier sous les yeux du prince Albert II et de Manuela Ruossi, nouvel ambassadeur d'Italie à Monaco, qui venait de présenter ses lettres de créance au souverain dans la matinée. It has been an absolute honor to perform here at the Palace today. I think I speak for the entire band when I say this is a once-in-a-lifetime opportunity for us. We've performed here last year, so we're hoping that we get to continue this relationship well into the future. The US and the Principality of Monaco have been partners and allies for many years, and we want to just continue to strengthen that partnership and that alliance. Basé à Naples, en Italie, l'orchestre de la 6e flotte américaine était présent dans la région dans le cadre des célébrations annuelles en l'honneur de l'amiral de Grasse, héros de l'indépendance américaine. Sur les 52 musiciens de l'ensemble musical de l'US Navy, 18 étaient en principauté ce lundi pour jouer cette aubade, place du Palais. Voilà pour cette relève de la garde un peu particulière qui a eu lieu aujourd'hui sur le rocher. Nous avons à présent rejoint notre premier invité en plateau. Il s'agit du maire de Monaco. Bonsoir Georges Marsan. Bonsoir. Vous n'avez pas beaucoup parlé à la presse depuis que vous avez repris vos fonctions de maire. Vous voilà aujourd'hui notre invité. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Alors nous sommes sereins, bien évidemment, puisqu'il faut quand même parler de la procédure qui est en cours. Alors on s'est toujours limité à la mairie de donner peu d'informations puisqu'on est toujours dans le secret de l'instruction. Alors le maire et certains employés municipaux subissent encore quelques empêchements. Alors, on sait que beaucoup de personnes ont été interrogées, donc nous, on attend le résultat de la chambre d'instruction qui dira ou non si l'instruction est toujours en cours ou si elle continue. Mais bon, je le répète, comme je l'ai dit après le 15 décembre, le maire, les élus et également, évidemment, mon administration sont vraiment innocents et ont appliqué les règles qu'il fallait. On va se concentrer à présent sur Bien sûr. cette grande rentrée pour la municipalité. Les dossiers sont nombreux, dont tout le monde parle. C'est la future rénovation du marché de la Condamine. Quand aura-t-elle lieu ? Aujourd'hui, on peut dire que c'est un réagencement. Ça veut dire que la place d'armes ne sera pas touché, donc les maraîchers resteront à l'extérieur. Le bâtiment patrimonial ne sera pas touché, peut-être un peu plus décoré. Et c'est un réagencement intérieur. Alors, il y a ces normes qu'il faut se réadapter. Et on fait faire coïncider la capacité d'accueil des cabines intérieures avec l'augmentation de ces espaces de convivialité. On pense commencer les travaux janvier 2025.
donc c'est dans quelques mois. Et donc un an de travaux, donc voilà. Donc on va commencer les études, et après il faudra un an de travaux et on arrivera à janvier 2026 exactement. Autre attente, c'est la nouvelle médiathèque et la nouvelle salle de spectacle à l'île aux Pasteurs. La livraison des lieux est-elle toujours prévue à la fin de l'année ? À mon avis, ça sera peut-être au printemps. Pour la médiathèque, nous sommes prêts. On a inauguré le collège derrière moi. Notre médiathèque était encore en travaux. C'est une pièce exceptionnelle, puisqu'on a plus de 2000 m², 1200 m² en espace public, un auditorium de 120 places, c'est énorme. Et puis évidemment, il y a un atrium avec la cafétéria, comme il y a qui est vraiment un autre espace de convivialité, comme il y a dans toutes les médiathèques. Autre lieu que les Monégasques et les touristes aiment aller flâner, c'est le jardin exotique. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer ce soir ? Nos jardiniers ont toujours continué à travailler, à entretenir notre jardin. Donc, début de l'été 2025, un jardin exotique tout neuf et qui va proposer une offre touristique et culturelle exceptionnelle à Monaco pour compléter ce paysage. Cette rentrée politique est marquée par de nouveaux visages au sein du gouvernement princier. Est-ce que vous avez déjà échangé avec le nouveau ministre d'État, Didier Guillaume, ou le nouveau ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre ? Oui, alors Lionel Beffre, le ministre de l'Intérieur, vous savez, c'est le référent de la mairie. C'est un conseiller ministre qui est important. J'ai eu une visite au ministère d'État. J'ai pu rencontrer le nouveau ministre d'État. On a de grands dossiers en commun. Le principal dossier, bien évidemment, c'est le dossier du cimetière et des travaux au niveau de l'îlot Charles III. Donc là, nous travaillons ensemble. Ce sont les dossiers prioritaires que nous avons avec le gouvernement. Justement, monsieur le maire, vous évoquez le cimetière de Monaco. Où en est ce dossier ? Il faut savoir que le cimetière, aujourd'hui, il ne répond plus, entre guillemets, aux normes, par exemple aux handicapés. Donc il y a une modernisation du cimetière. Mais pour faire ces travaux et pour moderniser le cimetière, il y a 207 tombes caveaux qui doivent être déplacées. Il devrait y avoir un accord des familles pour le transfert des sépultures. C'est un domaine extrêmement sensible. Nous, ça sera fait dans le respect des familles. Moi-même, ma famille est concernée parce que j'ai ma grand-mère maternelle. Nous avons une sépulture pour la grand-mère maternelle, donc j'en ai parlé en famille et ça se passera très bien. Il faut faire beaucoup de pédagogie, je pense. Il faut bien expliquer ce qu'on fait et puis on aura un cimetière qui sera beaucoup plus adapté pour que les personnes puissent venir se recueillir sur les tombes. Monsieur le maire, nous parlons de nouveaux visages. Il y a également un nouveau visage au sein de la mairie de Monaco. C'est Isabelle Costa qui a été nommée dernièrement secrétaire générale. C'est une personne, ses qualités évidemment professionnelles, c'est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute. Et donc moi je suis évidemment très heureux qu'elle vienne travailler avec nous. Elle a beaucoup de travail, on a parlé de rentrée, donc elle a pris évidemment tous les dossiers en cours. Et puis, elle a je lui ai donné des priorités. Alors, plus technique, elle a des priorités sur le système financier de la mairie qu'on doit faire évoluer, mais également, on a créé il y a quelques mois, officiellement, une commission du règlement intérieur. Alors, donc ça a été, il y a quelques élus dedans, tout simplement pour établir et fixer les règles et les principes déontologiques, éthiques et de conformité pour les élus, le maire et les élus. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, Georges Marsan, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Vous avez pu le suivre en direct sur notre antenne ce week-end. Monaco s'est qualifié pour les playoffs du groupe 1 Monde de Coupe Davis dimanche après avoir nettement dominé le Maroc 4-0. Et maintenant, quelle est la suite pour l'équipe monégasque ? Christophe Boggetti nous livre quelques éléments de réponse. Le DTN de la Fédération monégasque de tennis s'exprime au micro de Christophe Paco.
Maintenant, on tirage au sort, nous attendons le tirage au sort pour jouer une équipe qui nous permettra de monter dans le groupe 1. Et il y a du gros. Ah oui, il y a des grandes équipes qu'on va retrouver, notamment la Grèce pour ne citer qu'elle. C'est ça, avec les frères Tsitsipas. Voilà, qui s'ils participent, ils n'ont pas participé cette année, mais quelquefois ils participent. Et le prochain tour aura lieu début février, comme toujours ? Oui, comme toujours. Ça ne change pas. Ça, ce qui change, ou ce qui c'est encore, ce qu'on a encore vu peut-être pas avec le temps, c'est de voir cette effervescence qu'il y a autour de votre équipe. Oui, c'est ça. Et puis notamment penser au futur. Et la présidente m'a donné une mission, c'est de pérenniser le haut niveau que nous avons actuellement. Et donc nous essayons de rechercher les futurs joueurs de demain. Oui, parce que pour l'instant, à l'instant T, on a une équipe qui va se reconstituer pour février avec un vrai numéro 1, un vrai numéro 2 et une grande équipe de double. Absolument. Nous l'espérons, voilà, et puis on sera au top. Valentin de retour, on l'espère, comme Lucas Katarina. Hein. C'est ça. Après le traitement médical, on espère vraiment qu'il soit au top. C'est une très belle année pour Monaco quand même, ça va perdurer. Vous avez dit qu'une relève, il y a déjà des jeunes qui sont dans votre académie, on allait dire entre guillemets. Oui, c'est ça, nous faisons tout pour essayer de valoriser, en sachant que les meilleurs des jeunes pour être à ce niveau, on doit conjuguer deux choses, donc la mission fédérale, encore une fois, que nous faisons tout pour qu'il soit le meilleur possible, et aussi une volonté familiale de les suivre, et les deux font, comme nous le voyons là avec nos joueurs, les deux font venir des joueurs de haut niveau. On reste dans le sport avec ce soutien de taille pour les joueuses du Monaco Basket Association, celui de la Société des Bains de Mer. Les deux entités ont officialisé ce matin un partenariat de longue durée, ceci afin d'atteindre les objectifs du club, évoluer en Ligue féminine 2. Tous les détails dans ce reportage de Sarah Inkari et Jean-Alexandre Dordet. C'est avec une fierté non dissimulée que les 10 joueuses ont, une par une, récupéré leur maillot pour la 14e saison à l'occasion d'une conférence de presse organisée au Casino de Monte-Carlo. Floqué SBM, il traduit le soutien naissant du groupe. On a des sponsors, mais c'est des petits sponsors. Aujourd'hui, SBM qui arrive, ça donne vraiment, j'ai envie de dire, motivation en plus pour les filles, pour l'équipe. Et aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel qui nous arrive. Avec cette signature, la Société des Bains de Mer s'engage un peu plus pour le sport et en particulier pour le sport féminin auquel elle croit profondément. Nous avons des grandes équipes de sport collectif masculine qui nous connaît, l'AS Monaco Football Professionnel. Nous avons aussi une très grande équipe de basketball masculin depuis quelques années qui est là encore championne de France au sommet de ce qui se fait en Europe. Mais nous n'avons pas encore une grande équipe de sport collectif féminin. Donc voilà, nous sommes très actifs au sein de la SBM pour agir pour l'égalité femmes-hommes au sein du groupe, notamment d'abord bien sûr dans les carrières professionnelles, mais nous avons pensé qu'il était bien que nous aidions aussi le basketball féminin monégasque à monter, on l'espère, dans les prochaines années vers les sommets. Concrètement, la SBM apportera un soutien financier au club et lui mettra à disposition plusieurs infrastructures prestigieuses comme les salles de sport et les spas de ses hôtels et des thermes marins. C'est quelque chose de fou. On a créé ce club. La première année, on n'avait pas de salle. On s'est entraîné sur un parking à Menton. On a fait tous les matchs à l'extérieur et on est monté quand même pour arriver au bout de 5 ans en National 3 et on a mis 2 ans. Après, on est monté en National 2 et en 2017, on a fait ce qu'on appelle l'année en or. On a été champion de France, on a gagné notre trophée Coupe de France. Et moi, je me souviendrai toujours, la secrétaire du club qui m'a dit « Mais Eric, on va s'arrêter où ?» J'ai dit « Regarde les étoiles, on va y aller. » Destination les étoiles donc, avec l'appui du resort le plus étoilé d'Europe. Premier match ce week-end face à Montpellier. Les filles sont prêtes. On a gagné nos 4 matchs amicaux, donc on s'est déjà mis en confiance. Donc on a une équipe vraiment déterminée et très costaud pour cette nouvelle saison. Donc voilà, on est vraiment très ravis et contentes de pouvoir commencer ce championnat dès samedi. Et nous serons toutes et tous derrière elle. Retour à présent sur le challenge Prince héréditaire Jacques. Une semaine après le tournoi féminin, c'était aux hommes de rentrer en lice ce week-end pour la 6e édition de cette compétition qui a su, encore une fois, attirer les meilleurs joueurs de pétanque de la planète. Le reportage de Gaëtan Lebrun et Jean-Alexandre Dordet. C'est le tournoi le plus relevé du monde qui se déroulait ce week-end au Boulodrome Régnier 3. Tout le gratin de la pétanque mondiale s'était réuni en principauté pour cette 6e édition du challenge Prince héréditaire Jacques.
Pas moins de 11 champions du monde étaient présents pour représenter leur fédération, parmi lesquels on retrouve la Thaïlande, championne du monde en titre, le Bénin, vice-champion du monde, l'Italie, tenante du titre, et bien sûr l'équipe de France, composée de la paire Christophe Sarriot et Dylan Rocher, qui pour leur première participation ici, ont remporté le tournoi et s'adjugent les 5 000 € promis aux vainqueurs. C'est vrai qu'honnêtement, là, un cadre comme ça, idyllique, on a vraiment été bien reçus par l'organisation. Un beau prize money aussi, il faut vous le souligner, parce que la pétanque en France, on ne gagne pas énormément non plus. Donc tout ça réuni fait qu'on est là, on a envie de gagner et aller sur la plus haute marche du podium. Donc voilà, je suis très heureux et rendez-vous l'année prochaine, quoi. Parmi les 32 équipes présentes cette année, Monaco avait 8 équipes engagées dans le tournoi, dont les 2 doublettes Louis Marsil et José Rivière, qui ont réussi l'exploit de se hisser jusqu'en quart de finale, pour la plus grande joie de la Fédération monégasque de pétanque. L'autre point de satisfaction, c'est sur une compétition qui était aussi relevée, voire plus relevée qu'un championnat du monde. Nous avons hissé 2 équipes monégasques en quart de finale, et je suis très fier d'eux. Après, Dylan, avec qui j'ai discuté, m'avait dit « Didier, je viens ici pour gagner ». J'ai dit Dylan, c'est bien, mais il y en a 31 aussi d'équipes qui souhaitent s'imposer, et il avait raison, il a gagné. Une 6e édition réussie pour l'International Challenge Prince Héréditaire Jacques, qui aura su battre son record de l'année dernière en totalisant plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. C'est l'événement B2B en principauté. La 12e édition du Monaco Business aura lieu ce jeudi au Cyclub du Méridien Beach Plaza. Ce salon va réunir les entrepreneurs monégasques afin de leur permettre d'échanger tout en présentant aux visiteurs les spécificités économiques de Monaco. Une actualité que nous allons développer avec le fondateur du Monaco Business, Maurice Cohen, qui est en duplex avec nous. Bonsoir Maurice Cohen. Oui, bonsoir Émilie. Une nouvelle édition donc pour Monaco Business, preuve que ce rendez-vous est désormais devenu un incontournable en principauté. C'est la 12e édition du salon, donc c'est un salon qui est dédié aux entreprises pour faire du business entre elles, donc essentiellement des entreprises monégasques qui sont représentées, une 50aine, 60aine, et puis tout un cycle de conférences qui doit attirer normalement des entrepreneurs pour venir écouter l'ensemble des conférences. C'est ce qui fait la force de Monaco Business aujourd'hui ? Sa force, je pense que c'est notre programme de conférences qui attire les entrepreneurs, et puis après la présentation de tout ce qui est important à voir en entreprise sur Monaco. Donc il y a du numérique, il y a du bancaire, il y a des associations, beaucoup d'entrepreneurs qui viennent exposer leur savoir-faire au Monaco Business. Et puis, surtout, c'est le cycle de conférences. On a une première conférence avec le MEB sur le santé et bien-être à Monaco, un système exemplaire. On a une conférence, un success story avec une introduction de M. Pierre-André Capori, avec 4 entreprises qui vont raconter leur histoire. L'après-midi, on a une conférence de Luc Ferry, le professeur de philosophie, écrivain et ancien ministre, qui va parler de la frénésie du bonheur. Puis après, une autre conférence sur le numérique à Monaco, qui est faite par la Chambre du numérique. Et puis, la dernière conférence sera faite sur la stratégie bas carbone d'entreprise. Quels bénéfices et comment définir, avec Annabelle Jagère de Sédou, directeur de la mission pour la transition énergétique. Et puis voilà, le Monaco Business sera ouvert par son Excellence Monsieur Didier Guillaume, ministre d'État. Voilà, beaucoup d'événements. Chaque thème est propre à l'activité et aux enjeux que Monaco défend. On a essayé d'élargir cette année, puisqu'on était très numérique jusqu'à présent. Et là, on a voulu un peu changer et avoir un peu plus de sujets qui puissent intéresser l'ensemble de nos entrepreneurs. Vous l'avez dit, l'ancien ministre français de l'Éducation nationale, Luc Ferry, sera présent pour évoquer le bonheur. C'est une notion qui est de plus en plus importante de nos jours. Exactement. Donc, il le fait très bien, parce que moi, je l'ai écouté à Paris. C'était fantastique. C'est d'après donc un livre qu'il a écrit, d'ailleurs, et qui sera présenté pendant la manifestation. Donc, je pense que ça va être une conférence qui est déjà très sollicitée. Vous savez, et puis tout ça, c'est toutes les inscriptions aux conférences, c'est gratuit pour les entreprises. Donc, il faut simplement s'inscrire sur le site internet de Monaco Business. Vous avez
mentionné, Maurice Cohen, les intervenants de qualité qui seront présents lors de Monaco Business. Et on l'entend, ce sont des intervenants de la principauté. À part Monsieur Luc Ferry, je veux dire, l'ensemble des intervenants viennent de la principauté. On a, vous savez, un comité de pilotage qui est formé des organisations de Monaco, avec le MEB, avec la FEDEM, avec le gouvernement, la présence de Monsieur Stéphane Bruno à nos côtés, et puis nos partenaires Télis, Monaco Digital, Infotel, ASMEG, etc. C'est avec eux que nous formons, que l'on décide du programme de conférence. C'est la preuve aussi d'une belle économie monégasque, de l'attractivité du pays également. C'est la preuve d'une bonne santé de notre économie et qui va s'accroître encore, j'espère, durant l'année 2024 et 2025. Et puis en plus de ça, j'ai oublié de vous dire qu'il va y avoir la signature d'un protocole d'accord de coopération économique avec la Chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est présidée par Philippe Renaudy, et qui sera signé par Michel Dota, président du Monaco Economic Board. Oui, il y en a des choses qui se passent, qui se déroulent pendant le Monaco Business. Un très beau programme qui se clôturera par la remise du prix du numérique. Alors, cette année, on a innové. Comme on est sorti un peu du numérique, ça sera le prix du Monaco Business. Voilà, on va choisir une entreprise que l'on va mettre en avant et qui a été élue par l'ensemble des membres du comité de pilotage, qui sera remis à 18h, qui sera suivi d'un petit cocktail pour nos exposants. Merci beaucoup, Maurice Cohen, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous, à bientôt. Dernièrement, nous évoquions sur notre antenne la rentrée de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec son administrateur Sylvain Charnet. Si la saison sera officiellement lancée le 22 septembre prochain, un avant-goût a pu être donné dimanche par les artistes en résidence, les frères Lucas et Arthur Jussen. José Sacré vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Olivier Bonello. Habitués des scènes internationales, Chicago, Philadelphie, Londres, Berlin, Vienne ou Hong Kong, les frères Lucas et Arthur Jussen ont été choisis par Kazuki Yamada pour être les artistes en résidence avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo durant cette saison. Ils ont donné leur premier récital dimanche 15 septembre à la salle Garnier. C'est un grand honneur pour nous parce que l'orchestre est magnifique. Kazuki Yamada est une personne que nous admirons beaucoup. Travailler avec l'orchestre et Kazuki, c'est une grande fête pour nous. Arthur et Lucas Jussen jouent ensemble depuis leur enfance et si leur succès va croissant, ils aiment insister sur le fait que c'est d'abord et surtout le fruit d'un travail intense et permanent. Le plus important, c'est que nous avons de talent, mais ne pas beaucoup, ne pas plutôt de ne pas travailler. Nous ne sommes pas génial. Nous avons toujours travaillé beaucoup pour faire pour faire bon de piano. Et c'est très, très important parce qu'il y a des musiciens qui peuvent jouer. Il n'y a pas besoin de répéter beaucoup. Et ça va tout bien. Yu Jia-Wang, Lang Lang, ce sont des géniaux. Mais nous ne sommes pas. Nous avons besoin de beaucoup de travail. Mais nous aimons de travailler. Prochain concert des frères Jussen, les 13 avril, 22 juin et le 20 juillet dans la cour d'honneur du Palais Princier. Et ne manquez pas le concert de l'OPMC ce dimanche avec l'ouverture de la grande saison symphonique et Gustave Mahler à l'honneur. Comme tous les lundis, nous vous proposons de découvrir un nouveau numéro de Ceux qui font Monaco avec vous, Christine Datomel. Oui, aujourd'hui on se retrouve au 5 avenue Saint-Michel. Nous avons découvert pour vous une petite pépite nichée à quelques pas du casino. Upiamu ou Fresco, un nom bien monégasque, est ouvert depuis 18 ans déjà et fait le bonheur des pendulaires mais aussi des résidents. Upiamu ou Fresco, c'est où nous prenons le frais. Parce qu'il y a des années de ça, tous les monégasques vont vous dire que c'était le glacier,
le plus à la mode, le glacier de Monaco. Donc tout le monde se réunissait ici. Et alors aujourd'hui, est-ce que c'est encore un glacier? Non, ce n'est plus un maître glacier qui tient. Il était situé place Léo Ferré et quand le Parc Palace a été construit, ils sont venus s'installer ici et ça a changé de nomination. C'est devenu un petit snack, un petit restaurant, voilà, une petite crêperie au fur et à mesure. Et malheureusement, le terme de glacier s'est un petit peu effacé avec les années. Mais vous avez conservé le nom? Ah, toujours. Je crois qu'il n'a jamais changé de nom. Jamais. Et alors, qu'est-ce que vous proposez à la carte aujourd'hui? Des choses très très simples, croque-monsieur, salade et nous avons surtout les galettes bretonnes et les crêpes sucrées. Voilà. Quelle est l'ambiance de votre établissement? Très familiale. Les gens viennent tous les jours quasiment, avec des enfants, sans les enfants. Ce sont des gens qui travaillent dans le quartier, donc ils savent qu'ils peuvent venir. C'est pas un gros budget. Donc tous les jours on les a et on se connaît, on s'appelle tous par les prénoms, c'est vraiment très familial. Vous l'aurez compris, Piamo Fresco vous accueille du lundi au vendredi ici pour l'heure du déjeuner. Mais sachez également que l'établissement vous propose des petits déjeuners dès 7h du matin. C'est bon à savoir. Merci Christine. Passons à vos prévisions météo. Pour cela, Sarah Inkari nous a rejoint en studio. Bonsoir Sarah. Il paraît que cela se gâte pour la journée de demain, Sarah. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Oui, malheureusement, le ciel azur auquel nous sommes habitués n'est pas au programme de ce mardi. Même si la matinée sera relativement ensoleillée, des passages nuageux viendront rapidement noircir le paysage l'après-midi. Le risque d'averses orageuses n'est pas à épargner et le vent soufflera avec des rafales estimées à 55 km/h. Du côté des températures, elles seront toujours en baisse et varieront entre 17 et 21 degrés au cours de la journée. Enfin, n'oubliez pas de souhaiter demain une bonne fête au Renault. Merci Sarah pour toutes ces précisions. Ce journal est à présent terminé, mais l'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. On referme ce journal avec les temps forts du week-end dans l'œil de nos photographes. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour un nouveau JT sur Monaco Info.